Un véritable aventurier de la vie, tout l'intéresse, tout le passionne. J'irai nager dans plus de rivières, publié chez Gallimard. Bonjour Philippe Labro. Bonjour. Ce livre, c'est quoi? C'est vos carnets de Moleskine, c'est les souvenirs, c'est les mots, c'est les films, c'est les musiques. Tiens, par exemple, on va en entendre une. Tous ces souvenirs qui reviennent, comme celle-là. Sarah, combien? De temps en temps. Oui. Regardez, ça c'est l'album Philippe Labro, Johnny Hallyday. Vous avez écrit toutes les chansons de cet album pour Johnny, dont Ma Jolie Sarah, l'un de ses plus grands succès, qui chantera toute sa vie. Oui, c'est vrai. J'ai eu cette fierté, c'est que tout ce que je lui ai écrit, il en a gardé 2 qu'il a chanté depuis le moment où on les a enregistrés, c'est-à-dire début 70, jusqu'à sa mort. Sarah est fils de personne. Oui, c'est vrai. Mais ce disque, on l'a fabriqué ensemble pendant 15 jours et 15 nuits à Londres, et je le raconte dans le bouquin. Oui, que d'abord c'était en yaourt, au Ma Jolie Sarah. Le yaourt, c'est-à-dire, c'est juste le... C'est-à-dire qu'ils font la musique, les musiciens, et puis comme ils ne mettent pas de paroles, ils mettent n'importe quoi. Alors, non, quand même, les deux compositeurs, 2 Anglais d'ailleurs, très très bons, Tommy Jones et Mickey Brown, ils avaient quand même appelé ça Gentle Sarah, gentille Sarah. Oui. Mais le yaourt, c'était Gentle Sarah, c'est tout. Donc là-dessus, il faut mettre des paroles. Et moi, j'ai mis quelques paroles que Johnny a merveilleusement interprétées. Oui. Et alors, dans le livre, il y a une autre chanson, on va en entendre encore un bout, parce qu'on va parler de plein d'autres choses qui sont dans ce bouquin, mais quand même, Johnny, ça s'impose. Cette chanson-là a une histoire folle. Écoutez. Il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Alors ça fallait quand même le faire, Philippe. Total scandale. Un scandale. Total. Comment on peut faire chanter à Johnny Jésus-Christ est un hippie? N'importe qui. Je suis grand reporter à France Soir. Je vois sur le campus de Berkeley cette génération de hippies. Ils ont les cheveux longs, ils sont barbus, ils portent des fleurs et ils vous disent « Peace and love », la paix et l'amour. Et je me dis, au fond, ils sont christiques. Et je me dis, si Jésus existait aujourd'hui, il serait un hippie. Et j'ai écrit dans l'avion une vingtaine de lignes comme ça, un petit poème que je présente à Eddie Vartan, le beau-frère de Johnny, puisque Eddie avait fait la musique de mon premier film. Tout ça, c'est toujours les circonstances, les enchevêtrements de la vie, ce que je raconte d'ailleurs dans mon bouquin. Et je lui dis, écoute, personne ne chantera jamais ça. Il me dit, si, Johnny va te le chanter, je te fais la musique. On fait la musique, on fait le disque, on l'apporte, les producteurs l'apportent à une grande station de radio, RTL, grand patron, Jean Farand, pour qui j'ai admiration et amour, qui dit, jamais on passera ça. De l'autre côté de la rue, il y a Europe 1, le grand rival Europe 1, et il y a Lucien Maurice, qui est le directeur des programmes merveilleux. C'est l'homme qui avait découvert Dalida, entre autres, et qui dit, moi, ils ne veulent pas le passer, je vous le passe 5 fois par jour. Et ça devient un tube, et on s'est fait engueuler un petit peu par l'archevêché. Oui, alors il paraît d'ailleurs que Johnny a dit Philippe, on est excommunié alors. Non, il m'appelait le matin en me disant, alors, quand est-ce qu'on nous excommunie? Mais j'ai quand même eu un entretien avec un représentant de l'archevêché qui m'a dit 2-3 choses un peu sévères, et puis il m'a dit, était-ce bien nécessaire? OK. Alors, ce qui est intéressant, il me dit ça, donc on est en 72, je ne sais plus de quand date la chanson. À peu près 30 ans plus tard, je dirige RTL. Je reçois les invités politiques tous les matins, c'est mon rôle, et je reçois un matin Monseigneur Lustiger, homme politique, pas seulement homme religieux, grand homme politique. Il a joué un rôle considérable dans la société française, Lustiger. Je le raccompagne à sa voiture, il monte dans la voiture, il baisse la vitre et il me dit « Monsieur Labro, était-ce bien nécessaire ?» Ça veut dire qu'il avait ses fiches. Ça veut dire que c'était un homme politique. Oui. Il avait les fiches sur moi, et 20 ans plus tard, ou 30, je ne sais plus, il me ressort cette phrase. Oui, incroyable. Alors de Johnny, dont vous parlez, Philippe, dans le bouquin, vous dites « Il n'avait d'autre désir que de survivre ». Oui, c'est-à-dire qu'il aimait vivre surtout sur scène et en studio. Bon, il a vécu aussi, il a fait toutes sortes de folies, il a aimé, il a été aimé, tout ça. Mais pour moi, là où il donnait lui-même
son amour de la vie et sa passion et son énergie inimaginable, parce qu'on l'appelait la bête, nous, tellement il était énergique. C'était sur scène et en studio. Il adorait enregistrer. Il adorait travailler avec les musiciens, tout ça, les techniciens. C'était très très grand travailleur, hein, faut pas croire. Hein, il faisait pas ça en rigolant. Hein. Simplement, comme c'était une nature telle qu'une fois sorti du studio ou de la scène, il allait faire le zouave dans les boîtes avec ses copains. Avec vous. Oui, de temps en temps. Ouais. Hein. Alors, bon, les moments plus tristes, mais quand même, c'est quand même raconté dans le livre, lorsque vous allez voir Johnny est mort et que vous allez vous recueillir auprès de lui. Oui, j'ai voulu. Ils m'ont appelé pour me dire on aimerait que ce soit toi qui fasses son eulogie, son discours à la Madeleine dans quelques jours. Il y aura le président de la République et toi. Je dis très bien, quel honneur. Je dis d'accord, mais dans ces cas-là, il faut quand même que je vienne vous voir. Donc, je traverse les routes pluvieuses pour aller à Marne-la-Coquette, et là, pour voir Laetitia, pour qu'elle me raconte 2-3 choses. Okay. Et je lui dis, mais est-ce que je peux le voir? Elle me dit, mais écoute, on va appeler les gens du Val-de-Grâce. Il était déjà au Val-de-Grâce. Donc on me conduit au Val-de-Grâce, j'arrive, et donc on traverse 2-3 salons, personne, il y a des flics partout, presque comme un homme d'État. Hein. Et d'ailleurs, dans la rue, sous la pluie, il y a des gens qui sont debout. Et qui attendent, et ils savent très bien qu'ils ne verront rien, ça fait rien, ils sont là. Pour vous dire la dévotion de tous ces fans. Et je me suis retrouvé face à lui, dans son cercueil, ouvert bien sûr. Il avait un peu refait son visage, il est habillé un peu comme ça, avec une sorte de petite cravate western. Et ce qui m'a le plus stupéfait, c'est qu'il me semblait petit. Alors que moi, j'avais le souvenir, et l'amitié aidant, d'une masse corporelle, d'un athlète, d'un champion, d'un fighter, d'un lutteur. Et là, d'un seul coup, la mort l'avait rétréci. J'ai eu un coup de chagrin tel que je n'ai pas voulu rester longtemps. Je suis parti. Je le raconte, je crois. Vous dites que vous avez même failli tomber. Vous avez mis le doigt sur son cœur. Oui, j'ai voulu lui toucher un peu comme ça. Et puis, un moment de vertige. C'est toujours comme ça, hein, quand vous êtes face à quelqu'un que vous aimez, avec qui vous avez fait des choses. On a travaillé ensemble. Et puis, il n'y a jamais eu de conflit entre lui et moi. On ne se voyait pas tout le temps, hein, parce qu'il avait sa vie, sa cour, sa famille, ses allées et venues sentimentales, ses divorces, son mariage, bref. Et moi, j'ai ma propre vie. Il n'empêche qu'il y a toujours eu, entre lui et moi, un lien d'affection et de complicité inouïe. Oui. Et la Madeleine, donc le discours, Philippe, et puis ces mots que vous reprenez de ce que vous a dit Laetitia, que Johnny est tombé avant de mourir et à regarder le ciel. Vous racontez ça. Oui, c'est ce que m'a dit Laetitia à ce moment-là. Et donc, je l'ai restitué dans ce petit discours d'une dizaine de minutes. C'était assez impressionnant, bien sûr. Vous aviez la famille en face de vous. D'ailleurs, les deux côtés, déjà, on voyait bien, il y a la famille Vartan, Nathalie, David, et puis de l'autre côté, Laetitia. Tout un monde, le monde du showbiz, le monde de la politique, le monde de la presse et tout. Moi, je suis là en face de ça. Et puis sur la gauche, il y a des rangs sur lesquels sont assis un ancien président de la République, François Hollande et sa femme, un ancien président de la République, Sarkozy et sa femme, et le président de la République, Emmanuel Macron et sa femme. Donc, c'est un moment très très fort. Et j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, la plus sincère façon de parler de cet homme, en expliquant qu'il avait à la fois atteint la gloire, ça c'était évident, et la grâce, car il y avait de la grâce chez lui. La grâce de son amitié pour les gens, sa générosité avec les gens, même avec ceux qui parfois le trahissaient, et puis ses enfants, sa femme, son comportement, cette espèce d'humanité qu'il y avait chez lui. Et donc ça a duré 10-15 minutes, et je sais que pendant au moins un bon mois et demi, 2 mois, quand je marchais dans la rue avec ma femme, on allait faire des courses et tout, les gens m'arrêtaient en me disant « Votre discours ». Ils oubliaient que j'ai écrit, je ne sais pas, une vingtaine de bouquins, mis en scène 7 à 8 films, ça fait rien. D'un seul coup, c'était l'homme qui avait écrit le discours pour Johnny. Écoutez ça. Je sais que pour vous, la musique, c'est extrêmement important. Vous avez dit d'ailleurs, presque, il y a votre femme, vos enfants, et la musique, parce que ces mots-là, vous les avez dit, vous le racontez aussi dans le livre, au moment d'être à l'hôpital, au moment de peut-être devoir mourir. La musique était tout pour vous, Philippe Labro. Oui, alors ça, c'est la bande sonore de L'Héritier. C'est signé Michel Colombier, qui est un très grand compositeur.
Oui, bien évidemment. Lorsque j'ai vécu, et je raconte ça aussi dans ce livre essaie de raconter les moments d'une vie, aussi bien le bonheur que parfois la détresse. Parce que je pense qu'on a tous connu des moments comme ça, de difficultés, d'hôpital et tout. Et quand je suis ressorti du coma, j'ai passé 10 jours et 10 nuits en coma, en réanimation, on m'a demandé, mais qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Et je dis évidemment l'amour de ma femme et mes enfants, mais la musique. Car pour moi, une journée sans musique, c'est une journée foutue. Donc j'écoute toujours un peu de musique, en voiture, à radio, à la maison bien sûr. Et de toute façon, dans ma tête, il y a toujours une chanson. Ouais, il y a plein de chansons dans ce livre, et ça, c'est Michel Colombier. Voilà, regardez, ça, c'était L'Héritier, Bébel, évidemment. Il y a une scène, d'ailleurs, du film que vous racontez dans le livre avec Charles Denner. Ouais. Écoutez juste Michel Colombier, c'était absolument génial. C'est un grand compositeur. Incroyable, hein, quand on vous amène une musique comme ça, Bébel qui va jouer cette scène avec Charles Denner. Vous savez, un film, vous ne le faites jamais seul. Hein. D'abord, il est coécrit par Jacques Lanzmann, qui a été pour moi un grand scénariste dialoguiste. C'est avec lui que j'ai écrit deux de mes meilleurs films, sinon 3. Il y a la musique, évidemment, et puis il y a les comédiens. Et ce que vous apportent les comédiens. Parce que vous avez beau écrire le scénario, une fois qu'il est écrit, il faut l'interpréter. Et c'est là qu'il vous apporte des choses que même vous n'attendiez pas d'eux. Car on ne les dirige pas vraiment, des stars pareilles. On leur dit 2-3 choses, on parle du personnage, de l'histoire, le climat. Mais une fois que vous dites moteur, c'est leur corps, leur idée, leur fougue, leur énergie, leur détresse parfois, qui ressort et qui font qu'ils transcendent le film. Et vous n'êtes pas seul. Beaucoup de choses d'ailleurs dans la vie, vous ne faites jamais tout seul, sauf écrire. Ouais, ça, l'écriture, vous êtes là tout seul avec le papier et le stylo. Ouais, des rencontres incroyables d'ailleurs dans le cinéma. Donc Jean-Pierre Melville, qui est pour vous quelque chose comme un frère, c'est un tuteur, c'est quelque chose d'incroyable. Un mentor, oui. Il avait 15 ans de plus que moi à peu près. Et on s'est connus assez tôt. Et il m'a beaucoup appris sur le cinéma, beaucoup. Il m'a aidé à faire mon deuxième film, c'est Sans mobile apparent, qui est un polar avec Trintignant. Et il m'a donné toutes sortes de conseils. J'ai jamais vu une telle générosité d'un homme, un artisan qui vous donne toutes les clés, tous les secrets de son savoir, de son savoir-faire, parce que il y avait une affinité entre nous. Il vous attendait sous la pluie avec son célèbre chapeau pour aller manger chez l'Auvergnat du coin. Vous racontez, mais il faut lire ça, parce qu'il y a des scènes savoureuses. Tiens, par parenthèse, à un moment, vous faites une lettre à Trintignant. Oui, vous la publiez dans le livre d'ailleurs. Oui, bien sûr. Vous dites quoi en gros, en fait, tu le sais pas, mais je t'aimais beaucoup, je t'aime beaucoup. Oui, non, mais votre truc, c'est que Melville m'avait dit une bêtise. Il ne disait pas que des choses intelligentes, c'était il faut se faire détester quand on tourne un film, il ne faut pas vous faire aimer les acteurs. Parce qu'en vous faisant détester, vous obtiendrez plus d'eux. Bon, ça c'était sa vision des choses. Pour moi, c'est une erreur, mais ça n'a pas empêché de faire 13 chefs-d'œuvre. 13 films, 13 chefs-d'œuvre, Melville. Et moi, j'ai voulu reproduire cette espèce de comportement un peu désagréable, hautain, distant. Je ne l'ai fait qu'une fois, parce que j'ai vite compris que c'était une vraie erreur. Sauf que je l'ai fait par rapport à un homme pour qui j'ai une admiration inouïe, qui est un immense comédien, est un des plus grands comédiens de toutes ces générations, c'est Jean-Louis Trintignant. Et donc, dans le bouquin, je lui ai écrit une lettre pour lui demander pardon, lui expliquer pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'étais jeune et imbécile. Il y en a un qui vous appelait gamin. Tiens. Gainsbourg. Ouais. Vous le rencontrez dans une boîte de nuit. Oui. Hein, Allô, gamin, c'est Serge. Ah oui, comme ça qu'il vous... Allô, gamin, c'est Serge. Oui, gamin. Il avait 5-6 ans de plus que moi, mais il me considérait comme un gamin. Et on a vécu une amitié assez courte, mais très très forte, au point qu'un soir, il m'a proposé d'écrire des chansons pour Jane Birkin, dont il faisait la musique. Je lui ai dit, écoute, attends, tu es le meilleur parolier de ta génération, c'est pas moi qui vais écrire à ta place. Il m'a dit, j'ai pas le temps, je prépare mon premier film, tout ça. Je te donne des titres. Il m'a donné 10 à 12 titres. Ouais. Et j'ai écrit 8 à 10 chansons. Oui, il y avait par exemple Si ça peut te consoler, il y avait La fille aux claquettes, French Graffiti, puis celle-là là, qu'on va entendre, quand même. Alors, c'est Jane. Écoutez, écrit par Philippe Labro. Principalement les femmes, je ne sais pas pourquoi. Elles aiment mieux que mes chaussures, mes chaussettes et ma jupe. Je les entends murmurer les drôles de mots comme pute. La guitare,
Voilà. Alors ça, c'est une perfection. Hein. Bah, c'est J'ai elle qui est entendu parfaite. murmurer des genres de mots comme pute, Lolita go home. Ça a dû lui plaire à Serge, ça. Il était content. On a passé une nuit entière. Il m'a fait le cadeau de me montrer comment on crée une chanson à partir des paroles qu'on lui donne. Il s'est assis devant le piano, il a posé le texte et il s'est mis à composer comme ça. Il a fait ça à la suite, 10 chansons à la suite toute la nuit. Incroyable. Hein. Un génie. Ah oui, Vous dites d'ailleurs dans le bouquin, hein, c'est le mot génie, là, ouais, pour lui, ça va. Génie, il ne faut pas s'en servir tout le temps. Mozart est un génie, Picasso est un génie, Proust est un génie, il y a beaucoup de génies. Mais là, dans le domaine de la chanson, dans sa génération, c'est le plus grand. Il y a Nougaro aussi, je pense. Ouais. Mais Gainsbourg, c'est très très fort. Ouais. Alors c'est vrai que parfois, un jour, il vous appelle, il vous dit à gamin, il y a Jane qui est tombée dans la Seine. Elle n'était pas vraiment tombée. Elle a fait semblant de tomber parce qu'ils avaient une vraie crise. Ils étaient en train de se séparer, plus ou moins. Et effectivement, les gamins, Jane est dans l'eau. Donc je suis arrivé en courant. J'habitais pas loin. Elle était là, un petit peu mouillée, oui. Avec les policiers, tout ça, c'était de l'anecdote. Mais ça fait partie de la vie. Hein. Ouais. Oui, c'était un moment où je voyais un couple merveilleux qui était en train de se déchirer, tout simplement. Ouais. Serge était infidèle. Les hauts et les bas de la vie. Ouais. Serge Gainsbourg a voulu avoir les plus belles femmes. Et il les a eues toutes. Mais la plus belle, c'était quand même Jane. Hein, et il l'a aimée, Jane. Et elle l'a aimée. Et elle l'aime encore. Et même quand ils se sont séparés, quand elle a eu une autre vie avec d'autres enfants, ça fait rien. Il y a toujours eu entre eux un lien extraordinaire. Mais Serge lui-même, effectivement, il disait il existe une beauté des laits. Parce qu'il se croyait laid, et sans doute l'était-il, mais en même temps, c'est vrai, il a raison. Il est beau, hein, avec ses oreilles décollées, sa tronche impossible et tout. Il est mal rasé. Il invente d'ailleurs le look que depuis tout le monde a reproduit. C'est lui qui invente mal rasé, le jean troué, les clopes. C'est lui, hein. C'est un fabricant de tendance, un influenceur. Quel souvenir incroyable, hein, tous ces souvenirs dans ce livre, Philippe Labro. Bernard Loiseau, grand cuisinier, qui mettra fin à ses jours, et dont vous vous inspirez finalement pour, presque, j'allais dire, le concept du livre. Oui. Parce que dire, qu'est-ce qu'on garderait ? Il m'a donné le concept. On descend d'un week-end qu'on a passé chez lui avec ma femme et mes enfants. Je veux payer la note. La fille me dit non, vous ne payez rien, c'est monsieur Loiseau. Je dis non, il n'y a pas question. Alors c'est embarrassant. Faites-le venir. Alors il descend, il arrive, Loiseau. Vous vous souvenez tous de Loiseau, on se souvient tous. Lagnac, au taquet, au taquet. Cette violence, cette énergie. Et effectivement, 2 ans plus tard, il se met une balle de fusil dans la mâchoire. Parce qu'en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était totalement bipolaire. Bref. Et je lui dis, écoute Bernard, c'est pas possible, tu m'embarrasses, ça se fait pas ces choses-là. Je veux te régler. Il dit, écoute Philippe, on n'emportera rien. Et cette phrase m'a hanté. C'est un cliché peut-être, moi j'avais jamais entendu quelqu'un dire ça. On n'emportera rien. Et je me suis dit, attends, il a peut-être rien emporté, mais moi, si je dois partir un jour, j'emporterai. Et là, j'emporterai tout. Alors là, maintenant, il y a un paquet de trucs que vous emporteriez. Hein. Alors, il y a 7. Vous emporteriez le trou dans le menton de Kirk Douglas, vous emporteriez les premières rencontres avec Jean-Jacques Goldman à Montrouge, vous emporteriez des centaines de choses. Vous êtes un fou, un passionné de tout. J'emporterai aussi les enfants, l'amour, la nature, les arbres du Colorado, les torrents d'Engadine, en Suisse, ou même dans mon pays natal, le Tarn-et-Garonne. Mais j'emporte aussi, et ça fait partie des chapitres qui, au fond, ponctuent le bouquin, l'actualité, parce que dans ces emporterais, je me suis amusé à mettre l'actualité, c'est-à-dire les tours de Manhattan qui explosent, Notre-Dame de Paris qui brûle, l'occupation, les Allemands, le débarquement des Américains, tout ça comme une sorte de panorama, de kaléidoscope de notre époque. C'est un peu ambitieux. Je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais c'est ça que j'ai voulu faire. Oui, non, mais il y a des choses incroyables. Pompidou, par exemple, qui vous dit, à propos de l'affaire Markovic, qui avait mis en cause sa femme, et qui tape et qui vous dit « j'ai la liste ». J'ai la liste de ceux qui ont fait ça. Bon, ça, c'est des souvenirs. Ou Giscard, ou le grand-père de Poniatowski, qui dit, à propos de Giscard, il a le complexe de ceux qui sont trop intelligents, et quand on n'est que intelligent, on n'est rien. C'est ça qu'il dit.
Pas tout à fait, mais il dit attention, l'excès d'intelligence peut être dangereux. Effectivement, ça l'a été pour Giscard. Donc, au passage, je considère, moi, que ça a été un très grand président. Hein. Tout le monde, d'ailleurs. Ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, avec la postérité, comme tout d'un coup, quelqu'un disparaît, on prend du recul, on se dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réformé la France. Hein. Toute la société d'aujourd'hui repose sur des décisions qu'il a prises il y a maintenant une quarantaine d'années, hein, sinon plus. Oui, oui. Jean-Loup Dabadi, vous croisez dans vos années lycée. Mon copain Dabadi, le lycéen, oui. L'adorable Dabadi, tellement brillant. Les chansons qu'il écrit pour Julien Clerc, les textes, les scénarios, les dialogues qu'il fait pour Claude Sautet, le couple Sautet-Dabadi, hein, les choses de la vie, César et Rosalie, Vincent-François Paul et les autres. La conjonction des talents, ça m'intéresse ça aussi beaucoup. Comment les talents se rencontrent pour faire une œuvre. Ouais. Et puis les anonymes, les héros, les courageux. Et vous parlez beaucoup des femmes, oui. D'ailleurs, des infirmières, oui. De celles qui ont été en face de vous lorsque vous envisagiez l'au-delà. Alors oui, il y a eu un passage très compliqué dans ma vie. J'ai eu une infection pulmonaire gravissime qui a fait que je me suis retrouvé à Cochin, en réanimation, coma artificiel, ventilation, tout ce que vivent d'ailleurs malheureusement aujourd'hui les victimes du Covid. Hein. J'ai vécu ça bien avant tout le monde, avec une machine à ventiler très violente, très difficile. Et j'ai toujours eu ce souvenir, et je le raconte très précisément, et même 2 fois dans le bouquin, au début et à la fin, d'une infirmière qui vient essayer de nettoyer la bouche, parce que cette ventilation fait que vous avez la gorge très très vite encombré de toutes sortes de choses. Et j'ai une réticence, forcément. Et pour combattre cette réticence, elle me dit d'une voix très douce, avec un beau regard, « Je souhaite atteindre votre palais ». Ce qui est l'illustration de la beauté de la langue dans la bouche de cette femme, donc je ne sais pas d'où elle vient, quelle éducation elle a eue. Elle dit « je souhaite », elle ne dit pas « je veux ». Elle dit « atteindre », elle ne dit pas « je... » atteindre votre palais, elle ne dit pas votre bouche. Elle a choisi tous les mots qui font que cette phrase si courtoise, si généreuse, si gentille, au sens de la mot gentillesse, a fait que je me suis détendu et on a pu travailler ensemble. Oui. Ce qui est fou, c'est parce que je le disais au début de l'émission, cet appétit de vivre, cette curiosité, vous dites, moi, tout m'intéresse, j'emporte tout, et au fond, vous avez aussi traversé des trous noirs, vous le dites, des dépressions, des doutes, de dépressions, et malgré ça, cette envie comme ça de bouffer la vie. Écoute, on n'en a qu'une, d'une part. D'autre part, je considère qu'elle est belle, pourvu que l'amour existe, parce que, en fait, la conclusion de mon bouquin, c'est ça. Hein. On en arrive, d'ailleurs, encore une fois, les petits cailloux que je pose, qui sont les j'emporterai, nous amènent à une conclusion, oui, d'hymne à la vie. Ben oui, comment ne pas aimer la vie? Franchement, vous me direz, c'est une question de nature. Hein. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu des parents admirables, j'ai été élevé avec juste parmi les nations. Donc, ils m'ont donné un bon exemple. Je n'ai pas forcément suivi leur exemple, mais en tout cas, ils m'ont indiqué, ainsi qu'à mes frères, une espèce de tableau de valeurs que j'ai plus ou moins essayé de respecter. Donc, il y a ça, effectivement, il y a tout ça dans le bouquin, oui, Et puis, même aussi, mes hommages à des gens qui ont fait le siècle, De Gaulle, Churchill. Il y a les 5 leçons de Churchill, qui sont merveilleuses. Toujours monter d'un cran, monter un peu plus haut. Deuxièmement, privilégier le travail. Troisièmement, être indifférent à la méchanceté. Quatrièmement, je ne sais plus quoi. Et cinquièmement, privilégier la joie. Churchill dit, il faut oublier la méchanceté, il faut être joyeux, il faut aimer la vie. Oui, c'est magnifique. Hein. Il y a l'hommage à Françoise Giroud dans ce livre, il y a des personnages d'histoire, on revit plein de chansons. Il y a votre playlist à la fin d'ailleurs. Ah bah oui. Il y a une 50aine de titres comme ça que vous emporteriez sur une île déserte. Hein. Oui, ça va de Sinatra à Charles Trenet, d'Elvis Presley à Aznavour, de Souchon à qui vous voulez, oui. Bah oui, c'est une richesse la chanson. Alors, d'ailleurs, là, je n'étais pas d'accord avec ça. Je me souvenais de la fameuse phrase, Gainsbourg disant à Béard au cours d'un apostrophe. Pivot, d'ailleurs, je lui rends hommage aussi, parce que Pivot a joué un rôle dans ma vie. Il a aidé mes livres. Et donc, au cours de cette apostrophe, Gainsbourg dit à Béard, mais de toute façon, la chanson, c'est pas un art. Mais il se trompait. Il faisait ça, à mon avis, par provocation, et pour titiller un peu Guy Béard. Mais c'est un art. Parce que ça nous apporte en permanence un rappel de ce qu'on a connu, de ce qu'on a vécu. Ça nous donne la joie de vivre. C'est là, moi, dans ma tête, j'ai toujours une chanson. Hein.
Ouais. Laquelle, là, en ce moment, là? Vous en À avez ce une? moment, ben, vous m'avez influencé. Tous les gens dans la rue se retournent sur moi. Ah, c'est Lolita. Lolita, Lolita, go home. Mais tout à l'heure, dans la voiture, je me chanterais du Chris Christopherson ou du Bob Dylan. Ouais. Ah oui, Bob Dylan, ouais. Ah ouais. Ah ouais, merveille, des merveilles. Et puis, il y a aussi La Fontaine. Vous citez plein de fois des fables de La Fontaine. Je trouve ça génial. Et pour cause. Oui. C'est un immense écrivain. C'est peut-être le plus grand écrivain français. Il arrive lui aussi, parce que au fond, il y a ça aussi dans mon bouquin, c'est l'amour des mots. Hein. Avec des mots simples, il arrive à nous faire voir une situation. Et ensuite, il y a toujours une morale. Mais vous prenez dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, à tout soleil exposé, 2 forts chevaux tiraient un coche. Vous avez tout vu. Le chemin montant, sablonneux, malaisé, les chevaux qui tirent un coche. Voilà. Il nous manquerait Lucchini, mais il est aussi Non, dans le mais bouquin. Lucchini a été et est le plus grand prof de lettres français. Ce qu'il a fait redécouvrir non seulement La Fontaine à des tas de téléspectateurs ou même de spectateurs de ses spectacles, mais Céline, Peggy, Sartre, Jean Cau, Philippe Meuret. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, c'est Lucchini. Et j'en parle aussi dans mon bouquin parce que je l'ai plus ou moins découvert pour mon premier film. Merci Philippe Labro. Alors j'irai nager dans plus de rivières. C'est quoi? C'est Borges? Oui, c'est un poème d'une Américaine, mais qui s'est inspiré d'un poème de Borges, qui dit « Si je devais revivre ma vie, j'irais commettre encore plus d'erreurs. Je monterais plus de montagnes, je danserais plus de danse, je mangerais plus de fraises, j'irais nager dans plus de rivières. » Voilà. Ouais, c'est Ben, magnifique. ça veut dire aussi, oui, il y a encore des rivières à traverser. C'est pas la dernière pour moi, je peux vous dire. Hein. Ouais. Et si vous recommenciez votre vie, il y a une chanson que vous écririez. De toute façon, on va se quitter avec celle-là. On va la réentendre. Parce que bon, quand les chansons, comme disait Trenet, que vous citez aussi d'ailleurs, Ouais. partent dans les rues, elles ne vous appartiennent plus, quoi, Ah, quelque ouais. part, non, Philippe? Bien sûr, elles appartiennent à tout le monde. Une chanson, ça appartient à tout le monde. Oui, Sarah, oui. Merci. J'irai nager dans plus de rivières. Philippe Labro, c'est publié chez Gallimard, c'est formidable. Philippe était notre invité. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci. D'entrée, je tombe.